Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication, le premier de la saison, avec une invitée prestigieuse aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la première nouvelle rectrice de l'Université de Liège, Anne-Sophie Nissen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la rectrice. Alors, pour la première fois depuis 1817, soit Liège va enfin être dirigée par une femme. Rien que pour ça, félicitations. Enfin, devrais-je dire. Alors, c'est historique et l'émotion, elle était d'ailleurs palpable jeudi dernier quand vous avez revêtu l'hermine rectorale. Alors, d'avis de tous, on n'avait jamais senti cette émotion. Il y avait beaucoup d'applaudissements. On m'a même dit que vous avez dû à un moment donné les arrêter. Qu'est-ce que cela a suscité en vous comme sentiment? J'étais émue, bien évidemment. Et puis, ce qui m'a fait plaisir et qui a renforcé encore l'émotion, c'est justement l'accueil de mon discours. Par la communauté, et ça m'a... On revient quelques semaines en arrière, c'était forcément une volonté de devenir rectrice, mais ça a été une surprise. Vous avez dû vous battre. Oui, c'est pas quelques semaines en arrière, hein. C'est beaucoup plus longtemps. Bien sûr que c'est une surprise. Je ne pense pas que j'étais la candidate favorite, comme on dit, mais bon, voilà, j'étais quand même déjà dans l'équipe rectorale actuelle, vice-rectrice à l'enseignement au bien-être. J'avais une connaissance de certains dossiers qui a fait en sorte qu'à un moment, entourée par une équipe, j'ai posé ma candidature. Voilà, mais donc vous êtes une femme, c'est très bien, mais vous n'avez pas été élue que pour ça, évidemment. Hein, mais qu'est-ce que ça peut changer, en fait, dans la direction d'une université que d'être gérée par une femme ou par un homme? C'est quoi le changement? Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme ou un homme. Je pense que c'est davantage les valeurs que j'ai mises en avant dans mon programme. C'est vrai que j'avais mis en avant un leadership différent, un leadership basé beaucoup plus sur la participation. Peut-être que le fait d'être une femme change cela, en fait. On est plus attentif à l'écoute, au fait de la participation de tous dans la construction des programmes et des choix stratégiques. Ça se peut. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça qui à mon avis, sera associé au caractère féminin, mais même, je pense. J'espère que c'est davantage un programme avec des idées qui ont fait en sorte que les personnes ont voté pour moi et pour mon programme. Plus pour le consensus, faire participer plus de gens à la prise de décision. Alors, c'est pas nécessairement un consensus. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'organes de concertation au sein de l'université. Ce que je souhaite mettre en place, c'est davantage de la co-construction, c'est-à-dire faire participer l'ensemble des membres de la communauté. On est une université, il y a de l'intelligence collective, il y a énormément de personnes qui peuvent nous aider à construire nos dossiers et à guider en fait l'université dans des choix stratégiques. Et c'est ça que je souhaite mettre en place, oui. Voilà, on dit souvent que les hommes sont plus dans la compétition et les femmes dans la concertation. C'est le cas chez vous? Je n'aime pas les stéréotypes masculin, féminin, mais c'est vrai qu'on dit dans les études de culture organisationnelle, de leadership, on associe souvent le leadership féminin à plus de coopération, de solidarité par rapport à un leadership défini masculin basé davantage sur la concurrence, la compétition. Maintenant, il faut faire attention aux stéréotypes. On a tous une part de féminin, de masculin en soi, et on a quand même des modèles de gouvernance féminine qui sont assez basés sur la compétition, comme Margaret Thatcher. Voilà, et on en a d'autres, donc je pense qu'il faut quand même être attention à ces clichés. Est-ce que votre spécialisation dans la psychologie du travail vous aide à ce niveau-là? Oui, ça m'aide. Ça m'aide notamment pour analyser les situations,
analyser les relations humaines, je pense, et faire en sorte justement peut-être d'être davantage créatif dans la mise en place de solutions pour que les personnes qui ont parfois des points de vue très différenciés puissent trouver des pistes communes et partagées, je pense. C'est le 1er octobre que vous allez officiellement être rectrice. Est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires auxquels vous allez travailler plus vite La priorité, c'est le changement de style de leadership. Donc, je l'avais déjà mis en place il y a 4 ans, donc dans le cadre de mes missions, de l'enseignement et du bien-être, et je souhaite le mettre en place dans les autres sphères, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau des décisions de bien-être et dans d'autres domaines. Donc ça sera vraiment une priorité. La deuxième priorité, c'est la transition environnementale et sociale. On a vécu cet été on a tous vécu d'ailleurs le réchauffement climatique, on l'a tous perçu physiquement, et je pense que nous devons transformer radicalement l'enseignement, faire en sorte de renforcer justement les questions de transition et surtout renforcer l'interdisciplinarité entre les facultés. On a encore dans l'université beaucoup trop de fonctionnement en silo par faculté, et je pense que les défis climatiques demandent une réponse transversale, pluridisciplinaire, complexe. C'est complexe à mettre en œuvre, mais c'est indispensable. Donc travailler plus ensemble, tous plus ensemble en interdisciplinarité. Avec déjà une première concrétisation de cela, puisqu'il est question d'un cours obligatoire pour tous les étudiants. Oui, donc il y a 4 ans, j'ai souhaité déjà mettre en place, parce que je sais que ça prend du temps pour faire évoluer les enseignements, c'est déjà 1 an à l'avance qu'on construit les programmes. Donc il y a 4 ans, on a offert à nos étudiants un cours transversal sur le développement durable. Il est facultatif. Les étudiants avaient quand même une attestation de suivi de ce cours, et je pense qu'il est aujourd'hui, on peut réfléchir avec les doyens de chaque faculté à l'intégrer dans les PAE des étudiants. C'est un début. Il faut dire que ce n'est qu'une petite pierre dans les cours, évidemment, sur la transition. Toutes les facultés donnent des cours sur la transition environnementale. Ce qui me semblait important, c'est d'en faire un cours générique, identique pour l'ensemble de nos étudiants, le plus rapidement possible. 2e, 3e bac, je pense, est une bonne période, et c'est cela qu'on va mettre en place avec, évidemment, les facultés. Il y a d'autres défis que vous voulez relever durant cette mandature. Donc on le rappelle, 4 ans de mandature. Il y a des choses plus lointaines aussi qui doivent être faites. Il y a plus lointaines, mais il y a surtout aussi, je pense, la continuité de ce que j'ai commencé, j'ai initié. Il y a 4 ans, j'avais en charge l'enseignement et le bien-être. C'était la première fois qu'il y avait un vice-recteur ou une vice-rectrice en charge de cette thématique. Et vous savez, après les 2 années qu'on a vécues, le bien-être est au cœur, évidemment, des préoccupations de l'université comme de tous les membres de la société. Et il me semble important de continuer cet axe en concertation, évidemment, avec l'administrateur, avec tous les services compétents. Donc ça, c'est important. Les politiques d'égalité qu'on a initiées, la campagne #Respect, la lutte contre toutes les formes de discrimination, me semble aussi essentielle à pérenniser, à renforcer. On travaille beaucoup trop dans le réactif. On gère les dossiers, évidemment, que l'on nous confie. Il faut davantage informer l'ensemble du personnel, mais aussi les étudiants qu'ils peuvent venir se livrer. Il faut faire de la prévention, comme on a commencé, et envisager peut-être aussi des formations de l'ensemble du personnel pour mieux gérer des situations relationnelles complexes. C'était des choses qui n'existaient pas avant et que petit à petit, ça rentre un peu dans les mœurs? Non, on a toujours eu quand même un service qui lutte contre le harcèlement. Bon, le mouvement MeToo a un petit peu libéré la parole, mais il faut quand même reconnaître
Oui, prenez soin de vous. Et il faut reconnaître qu'on est quand même à l'université. Pour une étudiante ou un étudiant, aller dire qu'il vit mal une relation avec son professeur, ce n'est pas encore facile, y compris entre les membres du personnel. Et ça, je pense qu'il faut vraiment construire un lieu où, dans la confidentialité, on puisse livrer ce type de situation vraiment difficile à vivre. Bon, il y a une question qui est brûlante d'actualité puisqu'elle vient d'arriver ce week-end ou vendredi en tout cas. Vous êtes rectrice de l'Université de Liège. Vous avez quand même un regard sur le CHU de Liège, qui est un hôpital universitaire. Et on vient d'annoncer qu'il allait fusionner avec la Citadelle. Et voilà, beaucoup de gens sont un peu surpris de cette annonce assez un peu abrupte comme ça. Est-ce que vous étiez au courant, vous, de ce projet ? Alors, on m'avait dit qu'il y avait des discussions en cours. Il faut dire que l'injonction vient du fédéral quand même, hein, de travailler à la fusion, à la mutualisation des centres d'excellence. Donc nous n'avons pas, je pense, beaucoup de choix. Il faut consulter, réfléchir ensemble. Par contre, je ne nie pas que j'ai été surprise de le découvrir dans les journaux. Voilà, il me semble qu'il y avait un processus de travail avec les médecins du CHU en cours, des groupes de travail. Donc c'est toujours un peu dommage qu'on apprenne les choses par les journaux que plutôt à travers un processus de concertation au sein des hôpitaux et de l'université aussi. L'université est aussi un moteur pour la région liégeoise. Et alors, justement, allez-vous accentuer cette ouverture vers Liège et sa région ? Alors, on va reprendre en fait des réunions régulières avec la ville, avec la région. Je dois vous avouer que décidément que ces réunions avaient été un petit peu mises de côté, bon, peut-être aussi à cause de la Covid, hein, c'est difficile. Donc moi, je souhaite réorganiser donc des rencontres régulières. Nous sommes, comme vous dites, un acteur important. Il y a 5000 personnes à l'université, plus les 5 à 6 000 personnes du CHU, plus les 26 000 étudiants. On est vraiment un acteur qui nous pouvons jouer un rôle, en tout cas, pour notre ville, pour le rayonnement de notre ville, pour sa prospérité. Et je pense que mieux ira la ville, mieux ira l'université, et réciproquement. L'université aussi est au Sartillement, on le sait, elle est partie dans les années 60-70, mais on voit de plus en plus un retour en ville, en fait, de certaines facultés. Est-ce que ça va continuer ? Ça va continuer. On ne voit pas vraiment un retour en ville. Il y a des facultés qui sont restées en ville. La philo, HEC, la faculté d'archi. Donc elles sont en ville et je pense qu'elles créent une dynamique. Alors je peux comprendre que la ville de Liège souhaite peut-être réfléchir avec nous et analyser si c'est possible le retour en ville de certaines facultés pour peut-être redonner une vie. Je parlais de réenchantement dans mon discours de l'Université de Liège, mais peut-être pourquoi pas de réenchantement de la ville de Liège aussi. Je crois que ce serait... Des jeunes en ville. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 facultés concernées. C'est la faculté de droit et la faculté de sciences humaines et sociales. Ça a un sens. Hein. On est en droit à côté du palais de justice. Faculté de sciences humaines et sociales, c'est la sociologie notamment. Et vous parlez aux sociologues, c'est la cité qui est au cœur de leur étude, de leur analyse. Après concertation, en tout cas, il semble que toutes les 2 facultés soient assez favorables à réfléchir ensemble à ce déménagement. Mais maintenant, il faut analyser la situation. Où, dans quel endroit, dans quel immeuble, quel accueil pour ces étudiants, pour ce personnel et à quel coût. Et comment est-ce qu'on peut répartir ce coût entre peut-être différents acteurs, je pense, voilà.
Et cette année, rentrée universitaire 2022-2023, comment est-ce elle s'est déroulée? Est-ce que les chiffres sont bons? Alors, on a une légère augmentation au niveau des bacs 1, qui est plus légère que les autres années, mais bon, ça reste stable. On est à plus ou moins à plus 1% d'inscriptions supplémentaires. Il faut vraiment attendre le 30 septembre, puisque cette année, exceptionnellement, c'est au 30 septembre. Donc, avec une augmentation dans un petit peu en sciences humaines, comme dans les autres années. On a quand même des disciplines comme bio-ingénieur ou HEC qui augmentent légèrement. En architecture aussi, donc on constate ces augmentations et voilà. On sait déjà un chiffre? Combien y a-t-il d'étudiants inscrits? En premier bac, on va tourner autour, à mon sens, si je me souviens, les derniers chiffres que j'ai eus, mais il faut attendre le 30, on arriverait bien vers 4500 primo-inscrits, donc c'est déjà beaucoup. Voilà, on arrive ici déjà à 20h15 de cette émission. Donc je rappelle que tous les internautes peuvent poser leurs questions via le groupe et le site Facebook. Nous leur répondrons évidemment tout à l'heure après avoir terminé cette interview. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on l'a dit, l'université, ça doit être un phare pour sa région, hein, on en a parlé, mais ça doit être aussi théoriquement un phare pour le monde entier. Hein. Donc, on a souvent des rankings internationaux qui classent les universités et malheureusement, on voit souvent que l'université de Liège n'est pas dans les premières places, ni même dans les 100 premières. Donc, est-ce que vous allez faire... Est-ce que c'est important, d'abord, ce ranking international, ou bien c'est pas important, mais s'il l'est, est-ce que vous allez faire quelque chose pour essayer de se hisser à une place plus enviable? Alors, je pense qu'on n'y a pas prêté l'attention peut-être que cela mérite. Il n'est pas question, je pense, d'en faire une priorité et de devenir parmi les 5 premières universités classées. Il faut se rendre compte qu'on est une université publique avec des contraintes publiques et avec un minerval et une accessibilité que nous voulons à tous. Et c'est dans les missions d'une université publique. Néanmoins, les rankings sont quand même importants dans le sens qu'elles nous permettent des collaborations avec certaines universités. Des échanges d'étudiants, maintenant, sont conditionnés à notre place dans les rankings. Et donc, je pense qu'il faut y faire attention. Il faut se donner un objectif raisonnable, construit avec les chercheurs. Et ce qu'il faut éviter, c'est de devenir invisible, c'est-à-dire d'être en dessous la barre des 500. Alors, peut-être nuancer quand même le classement. Il y a différents rankings et nous avons essentiellement donc diminué sur un de ces rankings, le QS, où la notoriété joue essentiellement. Donc 50% de la cote, c'est sur la notoriété. Ce qu'on a observé sur base d'une analyse plus fine donc de notre classement, c'est que nous avons une recherche de qualité, nous avons aussi une recherche en quantité, mais ce qui nous fait baisser, c'est justement ce rayonnement, cette notoriété de nos chercheurs. Donc je pense qu'un des objectifs premiers, ça sera d'améliorer cette communication vers l'extérieur et cette collaboration à l'international que nous avons, mais que nous ne faisons pas connaître, malheureusement. C'est un petit peu le défaut, peut-être, de le faire savoir aussi. Le faire savoir, exactement, tout à fait. C'est peut-être un défaut que certains Liégeois, je pense, nous avons toutes et tous. Nous avons plein de ressources, de trésors, de qualité. Et lorsqu'on regarde la presse au niveau national et international, on se rend compte qu'on parle peut-être moins de nous que de la capitale ou que d'autres universités. Donc, je crois qu'on peut s'améliorer à ce niveau-là. Est-ce que cela passera aussi par l'anglais, qui est la langue internationale et qui est souvent celle des grandes premières universités? On a déjà beaucoup de cours d'anglais. Oui, suppose, tout à fait. Des masters en anglais, full English. Voilà. Est-ce que on va continuer ou on va peut-être en faire sur d'autres langues?
Pour le moment, on est essentiellement dans des masters full English. Évidemment, on enseigne les autres langues dans notre université. Je pense que c'est une université francophone, donc il faut quand même garder le français au cœur de nos programmes d'enseignement. C'est une belle langue qui mérite d'être au cœur de notre université. Néanmoins, on constate quand même que dès qu'on met en place des programmes en co-diplomation avec des universités étrangères, et nous faisons partie d'ailleurs d'un réseau unique d'universités européennes, où là, la codiplomation passe la plupart du temps par l'anglais, qui est la langue partagée par les universités avec qui sont partenaires dans cette université, donc dans ce réseau européen, comme l'Espagne, comme d'autres universités. Donc on rejoint l'anglais, malheureusement. Est-ce que, par exemple, enfin, malheureusement ou heureusement. Il y a des étudiants Erasmus, évidemment, qui viennent ici à Liège, et il y a des Liégeois qui partent à l'étranger. Est-ce que ça s'équilibre? Est-ce qu'il y en a autant qui viennent qu'autant qui partent? Ça dépend. Moi, honnêtement, on a eu 2 années de Covid où personne n'est parti à l'étranger. On constate qu'on reçoit quand même assez d'étudiants étrangers. Je pense qu'on peut aussi faire mieux, et on peut aussi faire mieux dans nos Erasmus. Parce qu'il y a certaines facultés qui favorisent vraiment ce départ, mais il y en a d'autres où notamment on est plus dans une orientation métier, notamment en médecine. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué quand j'écoute les étudiants de glisser dans son cursus universitaire vraiment un séjour à l'étranger. Je pense qu'une réflexion en interne est en train de se faire à travers des stages de médecine qu'on pourrait faire à l'étranger et qui se font de temps en temps, mais on voit que c'est compliqué. Et l'accessibilité à l'université, on parle beaucoup d'inégalités, peut-être les différences sociales aussi. Comment est-ce qu'on peut donner accès à des jeunes à aller à l'université, puisque peut-être certains ont une envie mais n'ont pas la possibilité. Est-ce que ça aussi c'est le rôle de l'université d'aller chercher des jeunes pour leur donner l'envie d'aller à l'université? Je pense une des missions de l'université, c'est quand même de donner envie de continuer son éducation tout au long de sa vie, même pas seulement après l'enseignement obligatoire. Donc ça, et d'autant plus une université publique qui doit accueillir évidemment tout jeune qui souhaite poursuivre son éducation. Ce qui est important, c'est peut-être de travailler sur l'orientation. Permettre aux étudiants d'être de plus en plus lucides par rapport à ce qu'ils souhaitent faire et mettre ces envies en résonance avec l'offre évidemment des différents types d'enseignement supérieur. Il y a l'université, il y a les hautes écoles, il y a la promotion sociale. Et je pense qu'il faut davantage travailler en concertation pour que chaque jeune puisse être bien au courant de toutes les offres possibles. Voilà. Alors après, on travaille sur l'orientation, on travaille sur l'accompagnement, donc en premier bac, c'est très important. Et en termes d'aide, comme vous dites, on n'a pas seulement les aides pédagogiques, mais on a aussi l'aide sociale à l'université qui peut permettre aussi aux étudiants qui ont des difficultés financières de mieux vivre leur année universitaire. Et ça, je pense que c'est très important. On a un budget assez conséquent que l'on distribue à nos étudiants, tant évidemment pour la réduction du Minerval, où ça c'est avec l'aide évidemment de la communauté française, mais on aide au niveau du transport, on aide au niveau du logement, on aide au niveau des syllabies. Donc tout cela, je pense, il faut le faire mieux connaître aux étudiants pour que ceux qui en ont besoin puissent venir demander de l'aide. Tout le monde peut faire l'université aujourd'hui. Je pense que toute personne qui souhaite en tout cas étudier, travailler, peut accéder à l'université et réussir. Je rebondis sur l'accessibilité. Il y a aussi une inaccessibilité physique pour le domaine du Sartillement. Beaucoup d'étudiants se plaignent évidemment des transports en commun. Est-ce que vous avez une idée? Une idée de...
d'essayer pour améliorer un peu les choses. En tout cas, on est conscient du problème, à tel point que j'ai un membre de mon équipe, un vice-recteur, qui a en charge cette mission de travailler sur les questions de mobilité. Il est clair qu'il est vraiment important pour nous que l'université soit accessible dans les deux sens, d'ailleurs, aussi bien pour monter que pour descendre. Nous travaillons en étroite collaboration avec le TEC pour tenter de mieux organiser, je veux dire, l'offre de bus avec nos horaires. Donc il y a vraiment un échange de nos horaires avec le TEC pour qu'ils puissent... D'horaires décalés pour ne pas avoir tout le monde au même moment. Ce n'est pas encore le cas, mais l'objectif est bien celui-là, peut-être d'imaginer une ventilation donc du début des cours, par exemple 8h, 8h15, 8h30, et permettre au TEC évidemment cette ventilation. Je pense que c'est une voie. Idem pour la fin des enseignements. Mais là, on joue aussi avec les familles qui souhaitent rentrer chez eux à des heures évidemment strictes, un peu plus contraintes, je veux dire. Donc ça, c'est une chose. Après, nous avons eu d'autres dispositifs initiés déjà depuis quelques années. On a toute une modalité donc vélo, avec des circuits vélos qui ont été aménagés, qui vont être encore complétés, et la communication sur ces circuits vélos va être améliorée. On a depuis peu mis en place dans le campus des trottinettes et on va faire une évaluation donc de l'usage de ces trottinettes parce que je pense qu'il faut vraiment un usage responsable de tout le monde au sein du campus et on a aussi le covoiturage avec une application qui permet aux étudiants de se mettre en contact pour faire leur trajet. Donc on a, comme vous voyez, une politique de mobilité mise en place. Il faut la faire connaître et on peut certainement encore améliorer les choses. Dans la transition, vous parliez environnementale, effectivement, les trottinettes, les vélos, c'est déjà une très bonne chose. Est-ce que l'université est allée aussi confrontée à l'explosion des coûts de l'énergie, comme tout le monde, et est-ce qu'elle va continuer une politique pour essayer d'isoler un peu mieux ces bâtiments ? Bien sûr, c'est d'ailleurs... on y a réfléchi déjà il y a plusieurs années, il y a 3 ans. On a mis en place donc un conseil du développement durable qui est en charge d'initier donc non seulement une réflexion mais des mesures concrètes donc de réduction d'énergie. Notre objectif est de réduire de 22% la consommation d'énergie, donc plus ou moins donc en l'espace de 2030. Et on a commencé certaines mesures, donc avec notamment la rénovation de notre patrimoine qui se fait chaque année. On a aussi une énergie assez répartie sur différents types d'énergie que l'on a mis en place à l'Université de Liège. Donc c'est une priorité de notre université qu'on va renforcer. Une commission énergie s'est mise en place dès cette année pour rappeler peut-être aussi les mesures de bon sens à tout membre de notre personnel. On va diminuer déjà éteindre les lumières. Je pense que c'est la première chose à faire quand on passe dans certains bâtiments et qu'il y a encore des locaux allumés alors qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Je pense que c'est les premières choses à faire. On va aussi rappeler peut-être la réduction du chauffage quand on peut dans certaines pièces. On peut aussi éteindre les ordinateurs quand on ne les utilise pas et ne plus les laisser sur veille comme c'est souvent le cas. Dans votre équipe, une conseillère à la sobriété numérique. Un conseiller C'est à la sobriété numérique. Oui, mais en fait, je pense que l'université est un gros consommateur d'énergie et la digitalisation qu'on met en œuvre et le basculement de tout à distance nous a fait
prendre conscience de cette obligation pour nous à réfléchir sur cette consommation du numérique. Il faut une consommation responsable, le tout au digital, non. L'objectif de qualité de l'enseignement, pour moi, doit être au cœur, évidemment, de notre réflexion. Et c'est la mission du conseiller de mon équipe, en fait. Ça a bien aidé le numérique pendant le Covid. Bien sûr que ça a bien été. Donc, on va certainement vers un enseignement donc de type hybride, où on aura une part numérique sous différentes formes, peut-être des MOOC, peut-être d'autres types de formes numérisées. Mais je pense qu'en amont, il faut une réflexion pédagogique pour que le cours soit pensé hybride. Nous avons eu un basculement forcé. Donc, l'ensemble des professeurs, du jour au lendemain, on leur a dit, c'est demain, vous donnez cours à distance. Donc, ils ont fait comme ils ont pu. Certains étaient prêts, avaient déjà réfléchi, avaient déjà construit leur cours comme ça, mais il faut quand même être honnête, c'était une minorité. Et d'autres, ils se sont filmés. Donc aujourd'hui, certains souhaitent garder cette forme hybride, mais en reconstruisant un cours où le numérique a un sens au niveau pédagogique. Et lorsqu'on revient en présentiel, c'est pour un cours particulier aussi. C'est pour mettre en exergue les échanges qui, en présentiel, deviennent vraiment importants à favoriser, en fait. Donc je le rappelle, vous pouvez toujours poser vos questions. On arrive à la moitié de cette émission. N'hésitez pas, on va les poser bientôt. Mais avant de passer à cette séance de questions et réponses, on aimerait bien en savoir un peu plus sur la nouvelle rectrice. Bien sûr. D'où venez-vous ? Vous avez passé votre enfance au Congo avec vos parents ? Ah non, ce n'est pas moi. Mon frère, oui, mes parents, oui, ont vécu au Congo. Mon frère est né là-bas, puis ils sont rentrés après les événements mais moi je suis née en Belgique. Vous êtes née à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles, puis mes parents ont trouvé du travail ici à Liège, et donc j'ai fait toutes mes études ici à Liège. Psychologie du travail ? Oui, tout à fait. Psychologie du travail et des organisations. J'ai fait ma thèse de doctorat grâce à une bourse du FNRS, puis je suis restée sur des contrats de recherche un peu précaires. C'était pas si précaire. J'ai eu la chance d'avoir des contrats de 3 ans renouvelés régulièrement, mais enfin, on vit quand même toujours dans l'incertitude. Puis après ma thèse de doctorat, j'ai été passionnée moi par l'hypnose. Donc ça n'avait rien à voir avec la psychologie du travail. On peut penser, mais il y a quand même des ponts à faire, dans le sens où en psychologie du travail, moi ce qui au cœur de ma recherche, c'est quand même c'est l'erreur humaine, c'est-à-dire le fonctionnement cognitif de l'homme en situation de travail, comment il prend ses décisions, comment les décisions peuvent être biaisées, la part de l'émotion dans la décision. Et là, on peut assez facilement faire le pont avec l'hypnose, qui est l'étude du fonctionnement de la conscience, en fait. Voilà. On l'a dit, vous êtes la première femme rectrice, mais n'êtes-vous pas aussi une des plus jeunes rectrices ? Alors ça, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas été voir l'âge de 62 recteurs précédents. Avant, je pouvais voir leurs photos dans notre hall. Mais bon, c'est généralement des portraits quand ils quittent la fonction. Donc, ils ont tous un certain âge. Mais voilà, je ne pourrais pas vous répondre si je suis la plus jeune, non. D'accord. Bon, voilà, donc je pense qu'on est passé, on a fait un peu le tour des questions qui vont vous préoccuper pendant 4 ans en tout cas. On va voir un peu du côté de nos internautes s'il y a des questions. Alors, on peut peut-être nous les afficher. La première vient de Julien. L'université de Maastricht n'est-elle pas en train de prendre le pas sur l'ULG en matière d'attraction des étudiants ?
Alors, l'université de Maastricht est une université qui a beaucoup d'atouts, en effet. Je pense qu'elle attire certains de nos étudiants dans des filières particulières. C'est du full English, évidemment. Donc, il y a des étudiants donc, de la région liégeoise qui sont attirés par ce full English et qui y vont. Mais je vous assure qu'avec 26 000 étudiants à l'université de Liège, manifestement, certains étudiants restent attirés par notre université. Nous avons d'ailleurs dans certaines disciplines, nous sommes rayonnants, attractifs, hein, pour ne citer que la médecine vétérinaire, que l'astrophysique et beaucoup d'autres. HEC Liège est quand même réputée aussi, la faculté d'architecture aussi, la médecine aussi. Donc je pense qu'il faut voir qu'est-ce que chaque étudiant souhaite faire. Évidemment, si on veut étudier en anglais, et on va plutôt à Maastricht. Et contrairement, peut-être des Néerlandais s'inscrivent à l'université de Liège. On a des chiffres, peut-être? Non, on a très peu, je pense, d'étudiants qui viennent de Maastricht, en effet. Non. Je ne connais pas les chiffres, mais quand j'avais regardé il y a 4 ans un petit peu d'où venaient les étudiants, bon, on en a peu. On a des coopérations avec Maastricht et c'est ça, je pense, qu'il faut renforcer. C'est nos coopérations et pour cela, je reviens à l'apprentissage des langues qui est fondamental. Parce que si nous voulons collaborer et faire des programmes en codiplomation vraiment avec l'université de Maastricht, il faut que nos étudiants soient agiles en anglais. Moi, je me souviens quand en psychologie, donc j'avais un collègue avec qui je collaborais de Maastricht. Eux, ils sont davantage spécialisés en RH et ils n'ont pas du tout cet aspect de psychologie cognitive travail. Donc, il était extrêmement intéressé par créer un pont avec moi et nous l'avons fait. Nous avons mis ensemble nos étudiants pendant 3 années de suite. Mais on s'est quand même rendu compte que le niveau d'anglais n'est pas le même. Et à un moment, nous devons récupérer ce niveau anglais pour pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent travailler ensemble. On pourrait augmenter ce nombre de cours. On l'a augmenté, mais c'est pas nécessairement le full English. Je pense aussi c'est que l'apprentissage des langues qui a été renforcé dans toutes les facultés, obligatoire et renforcé. Donc là, on a fait déjà un bon pas, mais on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il faut pouvoir le parler. Donc c'est aussi favoriser les étudiants à faire des séjours à l'étranger, à l'international, dans des pays peut-être qui ne choisiraient pas prime abord. Ils vont peut-être aller choisir des pays latins, mais ils vont apprendre d'autres langues magnifiques aussi. Hein. Il y a des réseaux qui mettent en valeur comme Educavox les formations et les enseignants, les enseignements. L'ULG ne devrait-elle pas s'intéresser à cela? À s'intéresser à quoi? À mettre ces formations sur des réseaux? Je ne comprends pas. Je pense qu'on a un site internet qui met en lumière l'ensemble des formations que l'on met en place. Par contre, ce que je suis d'accord avec monsieur, c'est que nous devons améliorer la mise en valeur de notre formation tout au long de la vie. Ça, nous avons des choses à faire à ce niveau-là parce que aujourd'hui, je pense que ça répond à un besoin de société. On estime aujourd'hui qu'une personne va changer entre 3 à 5 fois de métier tout au long de sa vie. Donc, on n'est plus du tout dans une époque où la personne va rester stable dans un métier. Donc il faut que l'université puisse aussi répondre à ce besoin que les personnes ont de formation tout au long de la vie. Ce serait une formation continue que l'on pourrait envoyer à ces anciens étudiants, par exemple? Oui, tout à fait, mais nous avons déjà des offres de formation continue, mais on peut encore s'améliorer dans l'offre que l'on donne. Et notamment, je pense qu'un chantier que l'on doit rapidement mettre en œuvre, c'est la valorisation des acquis. Et parce que dès qu'on touche à la formation tout au long de la vie, il faut pouvoir reconnaître évidemment l'expérience acquise dans d'autres domaines. C'est un dossier complexe, mais je pense que c'est un dossier qu'il faut ouvrir.
D'accord. Une autre question maintenant. Que pensez-vous de l'insertion des hautes écoles dans le réseau universitaire? Alors, on travaille déjà en collaboration avec les hautes écoles dans le cadre de beaucoup de diplômes. Hein. Il faut néanmoins, je pense que chaque offre d'enseignement supérieur a ses spécificités. L'enseignement universitaire est basé sur la recherche. La recherche fondamentale, appliquée, stratégique. C'est quand même notre spécificité. Et nous pouvons évidemment travailler en collaboration avec les hautes écoles dans d'autres diplômes, dans d'autres programmes. Les hautes écoles développent de la recherche dans leur propre programme, bien évidemment, mais il me semble important que chaque haute école, université et établissement supérieur des arts, en fait, ait chacun un enseignement spécifique. Est-ce que vous faciliteriez la passerelle, je vais dire, entre haute école et université? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui arrivent à 21 ans, 22 ans, qui ont fini les hautes écoles et qui aimeraient bien continuer. Soyons clairs, ça dépend du type de diplôme qu'ils ont précédemment. Donc, nous avons déjà énormément de passerelles qui permettent donc à un étudiant qui sort des hautes écoles de passer en master, mais avec généralement une passerelle où ils doivent compléter le cursus qu'ils ont eu en haute école avec des matières non couvertes par les hautes écoles et qui sont couvertes dans nos bacs. Donc ça me semble important pour permettre aux étudiants en master d'avoir une cohérence en termes d'acquis, je veux dire, et que l'enseignement puisse mieux organiser ses enseignements. Donc je pense que ça, c'est important à garder. Oui. Et c'est ce que l'on fait déjà depuis très longtemps avec les hautes écoles dans le cadre du décret paysage. Hein. Une question de Laurent. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du folklore estudiantin, et il est important, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'y intéressent. Alors, quels sont vos projets en matière de folklore estudiantin, d'activités baptismales? J'ai déjà mis en œuvre ma première action que j'avais énoncée lors de mon programme, puisque les étudiants m'avaient interpellée et m'avaient fait remarquer que dans les grands événements institutionnels comme la rentrée académique, il y a bien sûr un discours fait par un représentant des étudiants, mais il n'y a pas de folklore étudiant. Et ce que j'ai souhaité à cette rentrée-ci, c'est d'inviter donc l'AGEL, donc l'association donc des étudiants, pour faire un chant folklorique des étudiants. Et donc la rentrée académique s'est terminée avec ce chant de valeureux liégeois chanté par tous les représentants des baptêmes, des associations de baptême étudiants. Et je trouve que ça a été un moment aussi important pour l'ensemble de la communauté, parce que ça nous porte, autant les académiques, les scientifiques, ça fédère, ça nous porte. Les représentants même de Jean Blou, d'étudiants de Jean Blou, sont venus pour chanter avec les représentants donc des associations liégeoises, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien continuer. Et je pense qu'ils ont la place dans les grands événements institutionnels. Mais comme je l'avais dit, ils ont une place pour des activités qui se font dans le respect et dans la bienveillance. Ça me semble essentiel. Non. J'avais commencé toutes les activités, mais en psychologie à l'époque, franchement, on n'était pas très nombreux. Mais donc vous le dites, vous luttez contre les discriminations, contre les abus, et on sait qu'il y a eu quand même quelques abus dans certains baptêmes. Donc la campagne respect que vous avez lancée va-t-elle s'appliquer également au baptême et au folklore? Alors il faut quand même être conscient que les étudiants travaillent beaucoup sur ces aspects-là. Ils ont d'ailleurs mis en place une charte
pour encadrer les activités de baptême. Cette charte maintenant d'ailleurs va être renforcée puisque la ministre propose d'ailleurs dans un arrêté donc des recommandations et de chartes en fait pour encadrer encore davantage les activités. Mais quand on regarde la charte qui était déjà d'application à l'Université de Liège, elle rencontre déjà beaucoup de points de ce qui est demandé. Je pense qu'on peut toujours améliorer les choses, hein, mais il va falloir travailler avec eux et elles. Et je pense que ça se fera. Je suis assez optimiste parce que je vois que les étudiants ont quand même voté pour mon programme et c'était clairement indiqué dans mon programme que j'étais totalement favorable au folklore et que j'allais renforcer le folklore, favoriser le folklore, mais dans une condition, c'est le respect de l'humain. Ils sont contents de l'entendre, en tout cas. Une autre question, Mélanie ? Mais oui, Nourrir Liège qui demande une réflexion sur l'alimentation durable pour les étudiants et le personnel. Alors, nous avons déjà mis en place toute une réflexion et des clauses dans nos appels d'offres pour les restaurants universitaires avec une attention particulière sur le circuit court et des aliments de qualité. Donc ça a déjà été fait et nous allons évidemment maintenir cela comme priorité. Il y a déjà de l'alimentation biologique qui est proposée dans les restaurants? Oui. Alors je pense que ce qu'on peut renforcer, c'est la mise enfin pas en lumière, je veux dire l'identification des produits. Donc ça, nous avons un projet avec la faculté de médecine et la faculté et la santé, la faculté de médecine, je ne reviens pas sur le nom de la personne, qui souhaite que l'on tague en fait les plats et les différents aliments dans une assiette que l'on offre avec des valeurs, des labels vert, orange, rouge en termes de qualité énergétique, biologique, enfin peu importe. Une autre question ici de Claire. Est-ce que votre sensibilité sociale va modifier certains fonctionnements de l'université? Je crois qu'on en a déjà un peu parlé, je pense. Oui, il est bon. Moi, il y a 4 ans, j'ai commencé mon mandat en réunissant les équipes et en disant je souhaite que l'on initie un changement de culture. Lutte contre les discriminations. Je n'ai pas souhaité faire uniquement une lutte contre le harcèlement, mais contre toutes les formes de discrimination. Pour moi, c'était vraiment important. C'est la campagne #respect. Aujourd'hui, on la voit partout. Et donc, ça va prendre plusieurs années. Vous savez, en psychologie des organisations, on dit qu'il faut environ 5 ans pour initier un changement de culture. Et j'espère bien qu'avec ce mandat-ci, au terme de ce mandat-ci, la culture sera changée. Très bien. Mélanie ? Mais oui, il y a beaucoup de questions, c'est bien. Nathalie demande comment allez-vous vous y prendre pour décloisonner les silos et favoriser une transdisciplinarité tellement nécessaire. Oui, elle est vraiment nécessaire et je rejoins Nathalie dans ce besoin. Il y a différentes possibilités. La première, et je l'ai évoqué à la rentrée, c'est que je souhaite réfléchir et mettre en place un fonds en faveur donc de la recherche et de l'enseignement qui traite donc des défis de transition environnementale avec cet accent interdisciplinaire qui me semble important. Donc ce fonds aura parmi les critères, ça ne sera pas le seul critère, le critère qualité sera évidemment un, mais l'aspect transdisciplinaire, je pense que c'est déjà le premier point. Le deuxième point,
point, c'est qu'on a déjà travaillé. Le fait de mettre ensemble, par exemple, au niveau du conseil de l'enseignement de l'université, l'ensemble des facultés représentées par leur vice-doyen l'enseignement, fait qu'ils commencent à se parler, ils commencent à partager, on s'informe sur ce que dans l'autre faculté on crée, on met en place comme programme. Donc aujourd'hui, on partage en fait l'ensemble des différents programmes au sein de ce conseil universitaire enseignement. Et cette connaissance, évidemment, des ressources et des qualités de chacune faculté fait qu'on va pouvoir mieux envisager de collaborer avec elle. Je pense que pour pouvoir collaborer, il faut déjà savoir ce que les autres font. Si nous ne savons pas ce que les autres font, nous ne savons pas aller demander de l'aide. Et c'est ce travail-là qui, dans le leadership et la gouvernance participative, je vise aussi, évidemment. C'est cette meilleure connaissance de chacun des silos par les autres silos. C'est d'autant plus nécessaire à l'Université de Liège que nous avons des campus éloignés géographiquement. Et donc, on ne se rencontre pas nécessairement dans les couloirs. Donc, il nous faut des lieux de rencontre. Et pourquoi pas un institut interdisciplinaire où cela se fait dans d'autres universités. On pourrait envisager d'y aller 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, ceux qui sont intéressés par là. Et c'est dans cette proximité physique que l'on peut aussi favoriser certains échanges et certaines recherches interdisciplinaires. Du choc des idées jaillit la lumière, voilà. Souvent. Donc Julien nous pose encore cette question. Que pensez-vous du projet d'adaptation du rythme des congés scolaires dans une année académique universitaire? Je suppose qu'il veut parler du changement de calendrier scolaire qu'on a vu dans le secondaire et le primaire aussi d'ailleurs, je pense. À l'université, on va arriver à un tel calendrier aussi? Alors c'est une réflexion que la ministre nous a demandé de mener en interuniversitaire. Donc on a commencé à réfléchir il y a de cela 1 an. Nous n'avons pas souhaité nous coller directement au calendrier de l'enseignement obligatoire. Pourquoi ? Déjà, une raison, c'est que les recherches, en fait, montrent très clairement que les besoins de périodes de pause qui sont donc identifiés chez le plus jeune enfant ne se retrouvent pas à ce point-là chez l'adulte. Donc nous n'avons pas cette nécessité de mieux adapter le rythme scolaire du petit enfant, de l'enfant et du jeune adulte qui était nécessaire, je pense, et ce n'est pas le même besoin à l'université. Donc ça, c'est déjà un constat. Par contre, on a là quand même une opportunité de réflexion. Et je pense que c'est important qu'on puisse se saisir de cette opportunité pour envisager notamment la manière dont on évalue. On a des périodes d'évaluation qui sont parfois très longues à vivre, difficiles à vivre, épuisantes pour certains étudiants, parce qu'il y a certaines facultés, par exemple, où il y a beaucoup de cours, il y a des facultés où il y a moins de cours et donc il y a plus d'espace entre chaque examen, et d'autres facultés où il y a beaucoup de matière à emmagasiner, comme la faculté de médecine, par exemple, où on a beaucoup de cours et d'examens. Donc je pense que cette réflexion est indispensable et l'ensemble des universités sont d'accord sur ce besoin d'imaginer peut-être des évaluations davantage continues avec des périodes de repos. Repos ne veut pas dire nécessaire pour les étudiants comme pour les enseignants ou les chercheurs. Et au niveau des enseignants et chercheurs, repos veut peut-être dire aussi des périodes de calme par rapport à l'enseignement pour pouvoir faire nos recherches. Nous avons 3 missions. Et c'est parfois extrêmement difficile pour nous de trouver du temps à la recherche quand on a 250 heures de cours à faire, plus toutes les heures de préparation, les heures de mise à jour, etc. Donc je crois que ce que nous faisons et que nous avons fait cette année, c'est de se saisir de l'opportunité pour réfléchir à un autre type d'enseignement et d'évaluation. Des périodes d'enseignement donc qui seraient
de 12-13 semaines, ça serait donc laissé libre à l'université. Des périodes d'évaluation avant la période de Noël, comme on avait dit. Période de repos pendant la période de congé. Et des périodes d'évaluation aussi avant les grandes vacances, où on aurait, pourquoi pas, les 2 sessions avant les grandes vacances. D'accord ? Là aussi, c'est un fameux changement. Rien n'est décidé. On a imaginé des scénarios totalement différents aussi. On a saisi l'opportunité, on a imaginé, et maintenant on va travailler en concertation avec les étudiants, le personnel, les hautes écoles pour pouvoir voir où on peut se diriger. Mais encore une fois, les recherches montrent que donner plus de temps entre la première session et la deuxième session n'augmente pas le taux de réussite. C'est surprenant, mais ce n'est pas si surprenant d'un point de vue cognitif. Hein. Vous avez étudié une première fois une matière, on vous laisse 2-3 semaines et vous avez pris conscience de vos faiblesses, vous avez encore toute la matière dans votre esprit et dans votre mémoire. On vous laisse 1 mois de vacances, vous avez perdu un petit peu peut-être des choses. Donc on va réfléchir ensemble et en interuniversitaire, c'est très important. On arrive, Mélanie, bientôt au terme de cette émission. Tu as peut-être une dernière question à poser ? J'avais peut-être juste une petite question. On n'a pas parlé du décret paysage. Ça aussi, c'est un changement cette année. Peut-être en quelques mots. Alors, la réforme du décret paysage, donc nous l'avons menée en interuniversitaire, en concertation évidemment avec les hautes écoles et les étudiants. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait mettre en œuvre. L'analyse des données et des indicateurs qu'on a souhaité mettre en place montre très clairement que l'objectif du décret paysage, qui était d'augmenter le taux de diplomation en donnant plus de flexibilité dans le parcours étudiant, n'était pas atteint. Au contraire, on voyait que le taux de diplomation était stable, sinon diminuait, et que les étudiants restaient plus longtemps dans leur parcours et ils restaient plus longtemps sans avoir un diplôme à la fin. C'est ça, il faut bien se rendre compte de cela. Donc on avait des parcours étudiants extrêmement individualisés qui rendaient très compliqué d'ailleurs la gestion des auditoires, des étudiants qui découvraient leur non-finançabilité et qui étaient complètement dans le désarroi et dans la surprise totale. Donc il fallait vraiment réformer. Et d'ailleurs, cette révision était prévue. Donc, on l'a mise en œuvre, cette réforme. Elle est initiée donc à cette rentrée avec et je pense que les étudiants progressivement vont découvrir les balises qui sont là et vont voir que ces balises, en fait, vont peut-être les aider à rester lucides sur les priorités qu'ils doivent mettre en place, c'est-à-dire la réussite de chaque année. Et c'est ça que vise donc cette réforme. Il y a donc des dispositifs d'aide qui sont renforcés à l'université pour aider les étudiants justement à mieux percevoir où sont leurs faiblesses, leurs ressources et combler notamment leurs faiblesses par des aides à la réussite, des cours de médiation qui leur seront proposés par des professionnels. Avant de terminer, on va passer à l'écran une photo qui est celle en fait prise le jeudi dernier, lorsqu'il y a eu le passage de la fameuse hermine rectorale des épaules de Pierre Volpert, donc l'ancien, toujours recteur d'ailleurs pour quelques jours encore. Avec votre nouvelle équipe. En fait, oui, c'est bien une belle cela, photo. Une très belle photo. On vous voit là, resplendissante au milieu avec l'hermine. On ne peut pas vous louper. Vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors, je commence par la gauche. Donc, vous avez Éric Aubruge, qui est conseiller dans tout ce qui est relations régionales et innovation. Ensuite, Philippe Hubert, conseiller à la qualité. Derrière, vous avez Félix Scholz, qui est conseiller à la sobriété numérique. Et pour vous dire, parce que je trouve que c'est intéressant de voir la diversité dans l'équipe aussi de background. Le premier, donc, c'est Jean Blou, donc agrobiotech, pharmacien, donc professeur en pharmacie,
en médecine neurochirurgien, sobriété. Donc vous voyez là. Alors, à côté de moi, vous avez Frédéric Schounartz, donc qui sera vice-recteur à l'enseignement et aux affaires étudiantes, qui nous vient de la faculté de sciences humaines et sociales. Derrière lui, vous avez Sybille Mertens, qui sera conseillère dans la transition environnementale et sociale, qui nous vient d'HEC. À côté de Frédéric, vous avez Corinne Charlier, qui sera conseillère hôpital CHU Université. Qui vient de l'heure du travail, je pense aussi. À côté d'elle, vous avez Michel Mouchen, vice-recteur à la recherche, qui nous vient de la faculté de médecine aussi. En avant-plan, à côté de lui, vous avez Pascal Poncin, premier vice-recteur, qui aura pour mission aussi la gouvernance, et qui est le vice-recteur des sites aussi, Jean Blou et Arlon aussi. Pour développer notamment la relation avec la région. Alors, derrière lui, avec son sourire, vous avez Pierre Duzinc, qui est vice-recteur donc aux relations internationales, mais aussi de la mobilité, qui vient de la faculté de sciences appliquées. Et à droite, avec également son sourire, c'est Rudy Klutz, qui est conseiller aux affaires infrastructures et qui nous vient de la faculté de sciences. Donc vous voyez, on a une diversité, chacun a sa compétence, ses missions, et je pense aussi que c'est une ressource pour notre université d'avoir pu un petit peu élargir l'équipe par des conseillers qui portent des thèmes qui me semblaient essentiels à incarner en fait dans l'équipe. J'aime bien les métaphores footballistiques. Et alors, il manque une personne. Non, il manque une personne qui malheureusement n'a pas pu être présent à son grand regret. C'est Florence Clémax, qui vient de la faculté de philosophie et lettres et qui sera en charge des politiques d'égalité et de l'éthique. Voilà. Et vous êtes 12, donc, et le capitaine est une femme. Voilà, en tout cas, la chef d'orchestre. Ou l'entraîneur, peut-être, on peut dire. Le coach. Coach. Non, je ne serai pas leur coach. Je pense qu'il fonctionne très bien en autonomie. Et l'important, oui, pardon, ils ont une autonomie, ils ont une expertise. Ce qui est important, c'est comme une chef d'orchestre, c'est que chacun et chacune, on joue dans le même sens pour créer une symphonie. Très bien. Bon mot de la fin. Donc, c'était une très belle émission. On a enfin rencontré cette fameuse rectrice dont on parle tant depuis quelques jours ou quelques semaines, en tout cas. Une bonne chance à vous pour la suite. Merci à vous. Comme on dit, ça ne fait que commencer. Merci Electrovox qui a assuré la technique de cette émission. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions durant ce Facebook Live et Clarisse qui les a modérés. Merci à eux et à elle. Rendez-vous en tout cas pour un prochain Facebook Live avec l'invité du mois. Donc vous le savez, c'est toujours la dernière semaine du mois. Et le prochain, ce sera fin octobre avec le bourgmestre de notre ville, Willy Demeyer, qui nous parlera un peu de tous les problèmes qui assaillent pour le moment le centre-ville. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.